Bonsoir à tous, merci d'être présents. On est ravis d'accueillir plusieurs collègues, j'ose le mot, historiens, conservateurs, archivistes. Merci de votre présence. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samia Chabani, je suis coordinatrice de l'association Ancrage et journaliste dans La Marseillaise, dans la rubrique Diasporique, qui est une rubrique consacrée aux questions de diversité, questions minoritaires, donc qui est publiée tous les mercredis dans l'hebdo culturel Zébeline. Voilà, je suis très heureuse de vous accueillir et d'animer cette deuxième table ronde que j'anime aux côtés de Benoît Martin, qui est donc directeur du musée d'art africain, océanien et amérindien de Marseille. Je vous remercie de nouveau de votre présence et avant d'ouvrir la table ronde, je laisse les mots d'ouverture à Nicolas Mideri. Merci beaucoup Samia. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux et je dois dire assez ému de vous voir aussi nombreuses et aussi nombreux ce soir. Je vois certains de mes collègues au sein du musée de Marseille et je suis particulièrement satisfait et joyeux. Et puis c'est des publics que l'on connaît et fidèles. J'insistais sur la présence de mes collègues du musée de Marseille parce que je crois que c'est très éloquent quant à ce travail que nous menons, j'allais dire que nous essayons de mener, mais non, que nous menons depuis plusieurs années maintenant. Autour de ce premier mot qui nous tient tellement à cœur, qui est celui de réseau, un travail de coopération, d'intelligence collective, d'ouverture de brèches ensemble dans notre travail, dans nos champs de recherche, dans nos champs de dialogue. Je suis également très heureux, je voudrais vraiment le souligner, de voir le projet de Benoît Martin, directeur du MAOA, s'incarner par le biais aujourd'hui de table ronde, mais plus généralement autour d'une réflexion structurante de long terme, bien sûr au sein du réseau des musées de la ville de Marseille, mais plus largement avec un comité de réflexion, avec des échanges très nourris, fructueux et réguliers, avec tout un ensemble de collègues qui nous permettent de penser étape par étape le futur de ce musée si important pour l'histoire de la ville, pour lequel tant de travail reste à faire quant à son passé et surtout quant à son présent et encore plus quant à son avenir. Je remercie à nouveau, j'allais dire qu'elle est chez elle, c'est presque elle qui m'accueille en fait, Samia Chabani. Je parle souvent d'ancrage comme dans les termes d'une relation de compagnonnage. Et c'est d'amitié et de compagnonnage parce que c'est vraiment grâce à Ancrage aussi qu'on mène ce travail que je voudrais décrire en quelques termes autour de la notion d'engagement. Alors, je n'arrive jamais à savoir si mon métier de conservateur du patrimoine est scientifique, politique ou citoyen, peut-être un peu tout à la fois, mais cette déclinaison nouvelle, cette orientation nouvelle de nos métiers du patrimoine, je crois qu'ils viennent vraiment des appels et des échanges avec la société civile, avec les collectifs, avec les associations. Et il faut absolument redire à quel point Ancrage, notamment, nous permet, peut-être à titre tout à fait personnel, me permet de réinventer mon métier et je crois de l'aimer de plus en plus. On se voit régulièrement avec Ancrage et on repense cette notion d'engagement dans les musées, que l'on illustre ici avec plusieurs termes. D'abord, je crois que la première chose à faire, c'est de travailler au développement de nouveaux récits sur de nouveaux sujets. Le sujet des diasporas, le sujet des circulations d'objets, des échanges interculturels, de l'interculturalité dans un territoire comme Marseille, mais plus généralement ailleurs, et en Méditerranée tout particulièrement. Je crois qu'à l'heure et aux heures que nous traversons, et vous voyez à quoi je fais référence, c'est d'autant plus important de le dire et de le redire. Je crois que c'est important de mettre en lumière, de mobiliser, de discuter de sujets rendus trop longtemps, ou de personnalités rendues trop longtemps invisibles, d'écrire de nouveaux récits de la création, mais aussi de l'histoire locale, nationale et internationale. Je crois que c'est au travers de cela repenser la place du musée et des musées comme un lieu de débat, un lieu de concertation, un lieu d'écriture d'autres histoires fondamentalement plurielles, inclusives, c'est-à-dire respectueuses de très nombreuses expériences individuelles et collectives. Et là, je crois qu'il faut aussi le redire, parce que c'est un déplacement du rôle du musée qui nous est cher et dans lequel j'espère que les musées de Marseille jouent un rôle aujourd'hui très structurant et de plus en plus structurant. Et puis, dernier point, je voudrais dire aussi à quel point cette notion d'engagement, elle se fait en réseau et en dialogue. Alors, en réseau, on en parlera, je laisserai Benoît présenter nos plus que très dignes invités et amis aussi ce soir, qui occupent des fonctions surtout qui nous font la générosité de nous partager leur expertise, leur expérience, et grâce à eux, on s'ouvre encore à d'autres réseaux qui sont, je le redisais à l'instant, les partenaires, les habitants, les citoyens, nos concitoyens, pour faire musée
tous ensemble. Je voudrais m'arrêter simplement là-dessus, mais vous redire à quel point je suis très heureux de vous accueillir, à quel point vous avez été plus que bienvenus, et remercier nos invités que Benoît et Samia vont présenter, et de les remercier eux également pour ce très bon moment qui n'est qu'une étape, il y en aura d'autres, et on est déjà très impatients. Merci pour la captation. Merci pour le rappel. Donc, il y a quelques temps, une des étapes, c'était d'accueillir une première table ronde qui portait pour titre « Être en collection ». Celle-ci, donc, vous l'avez compris, être en réseau pour un musée engagé, et associer Franck Ogou, directeur de l'école du patrimoine africain, Camille Faucourt, conservatrice et responsable du pôle mobilité et métissage au MUSEM, Fabien Van Gert, maître de conférences en muséologie de l'université Sorbonne Nouvelle, et bien sûr Benoît Martin. Donc cette démarche des différents comités de réflexion vise à enrichir, vous l'avez compris, la refondation et l'écriture du nouveau projet scientifique et culturel du MAOA. Ce soir, nous visitons donc la thématique d'être en réseau et d'être engagé, avec un deuxième temps d'échange qui s'inscrit toujours dans la dynamique de refondation du MAOA, dont les travaux se poursuivront dans les mois qui viennent en associant largement les publics et d'autres professionnels. Nous allons y revenir plus en détail sur ces notions précisément de réseau et d'engagement avec nos différents intervenants. Et en introduction, je voulais rappeler que quelle que soit leur typologie, les musées sont des espaces où se jouent des luttes de pouvoir symboliques et où se reproduisent ou se contestent des visions de l'histoire et des identités, tout en étant aussi des témoins de ces dynamiques. Les musées d'ethnographie, particulièrement, ont effectivement participé à la tentative de construction, de représentation et parfois de naturalisation des identités culturelles et raciales inscrites dans des récits muséaux qui reflètent souvent les idéologies dominantes de leur temps, notamment celles issues du colonialisme. Les musées d'art, quant à eux, constitués de collections extra-européennes, sont au cœur des questions contemporaines et des demandes sociales de mémoire. Les muséums nationaux d'histoire naturelle, à la fois musées d'anthropologie, de préhistoire et de société, s'engagent toujours en faveur de la connaissance. Mais on pourrait en introduction évidemment s'interroger sur cet enjeu, à réaffirmer l'engagement des musées, si le contexte de production des sciences n'impactait pas profondément les sciences en introduisant des biais, en orientant les priorités et en modifiant les modes de production des savoirs. Ce soir, nous allons y revenir en détail avec les différents intervenants et que je remercie de nouveau pour leur présence. Nous accueillons donc Émilie Girard, qui est directrice des musées de la ville de Strasbourg depuis janvier 2024, si je ne dis pas de bêtises, et présidente d'ICOM France depuis octobre 2022. Donc on reviendra sur les acronymes à chaque prise de parole. On accueille également Aurélie Clément-Ruiz, directrice du Musée de l'Homme et autrice de « Pour un musée engagé, transmettre, interroger, inspirer ». Qu'est-ce qu'un musée engagé? Que je vous invite à découvrir également. Enfin, Olivier Cohn, directeur du Musée dauphinois et membre du collectif des musées engagés, Origine, État, Objectifs et Perspectives. Donc on reviendra sur le rôle de ce nouveau collectif autour des musées engagés. Nous ouvrons l'échange avec Benoît Martin pour revenir sur le cadre, le contexte même de refondation du MAOA, la démarche initiée en termes d'enjeux globaux du projet scientifique et culturel, et peut-être pour introduire, je dirais, cette prise de parole, revenir sur ce contexte institutionnel, sur la marge de manœuvre aussi en tant que professionnel. Lorsqu'on réécrit, on est dans ce processus d'écriture et de réécriture d'un projet scientifique et culturel comme celui du MAOA. Merci. Merci, bonjour à tous. Comme vous le disiez, Nicolas et Samia, effectivement, cette deuxième table ronde s'inscrit en effet dans la démarche Repenser le MAOA qu'ont conduit l'établissement depuis maintenant plusieurs mois et qui vise à questionner de manière large, de manière ouverte, son identité, l'histoire de ses collections et son positionnement à l'échelle locale, nationale et internationale. Cette démarche, elle se construit au travers de la réunion des membres du comité de réflexion, dont vous voyez les membres juste derrière moi. dont fait partie Émilie Girard, et je la remercie encore, et sous la présidence du professeur Souleymane Bachir Diagne.
Cette démarche, elle se construit également au travers de nombreux temps d'échange publics, comme c'est le cas ce soir avec vous, au travers de rencontres professionnelles, d'accueil de chercheurs et de chercheuses, d'ateliers, de projets collaboratifs, de relations avec des étudiants, des associations, des partenaires de tous milieux, français et étrangers, tout comme avec des artistes. Il repose aussi sur un dialogue interne au sein du pôle des musées de Marseille, et je remercie en cela, comme l'a fait également Nicolas, l'ensemble de mes collègues et des équipes du pôle des musées de Marseille, et tout particulièrement l'équipe du MAOA ici présente ce soir. Lors de ces rencontres, le thème de l'engagement a été omniprésent, révélant son importance quant aux attentes tout autant des milieux scientifiques que de la société. Il nous revenait donc en effet d'en faire le sujet de cette table ronde, celle qui nous réunit aujourd'hui, et je remercie l'ensemble des intervenants pour la richesse de nos échanges préparatoires et pour ceux à venir. Je vous remercie également vous qui êtes présents aujourd'hui, et vous aussi ceux qui regarderez cette retransmission de la captation vidéo, car même si parler d'engagement peut sembler être une gageure, questionner de manière ouverte et collective sa place dans ce qui définit un musée, mais aussi son inscription dans les projets scientifiques et culturels, s'avère porteur de sens et une chance à saisir. Dans le cadre muséal, comme dans d'autres, l'engagement prend des formes multiples, parfois indicibles, puisque nous pouvons considérer que chaque choix, chaque orientation, chaque mot, chaque silence peut exprimer une forme d'engagement, qu'il soit pour, avec, auprès d'eux, dans ou contre. L'engagement n'est-il pas alors par essence ce qui peut définir un musée, et encore plus un musée de France, c'est-à-dire un acteur de la société, vivant, mouvant, au service des publics, présents et futurs, un espace en résonance avec le monde, ses questionnements, ses doutes, ses colères, ses contradictions, ses histoires multiples, une promesse de contemplation, de rencontre, d'émotion, de création, un vecteur de mise en médiation par vocation offerte à tous. Mais n'est-ce que cela? L'engagement n'est-il pas aussi ce qui fait lien, ce qui constitue la trame du réseau de l'ensemble de ces identités muséales? C'est-à-dire ce qui permet de penser le musée non seulement comme un bâtiment dédié à des collections et comme une institution animée d'expériences sensibles, mais aussi de l'appréhender comme une temporalité traversée d'intentions multiples, comme un conservatoire de plurivocalité individuelle et collective, ou encore comme un champ des possibles, certes abandonné de neutralité et d'objectivité, mais voué à faire naître, à partir des collections, ce qui fait commun. Pour être honnête avec vous, en fait, j'avais ces quelques mots d'introduction, je les avais rédigés il y a quelques jours déjà, je les ai relus hier, et je devais m'arrêter là, et j'avais un peu un goût d'inachevé, d'insatisfaction. Je pense qu'on connaît tous plus ou moins voilà, il manquait quelque chose. Et en fait, rapidement, hier soir, j'ai été en contact avec une collègue, Coralie Dessouza-Vernet, qui est conservatrice à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, à la suite de la rédaction d'un texte magnifique qu'elle a diffusé en hommage à Sylvain Amic, l'ancien président du musée d'Orsay, qui est décédé il y a quelques mois. Et je vais la citer car les mots qu'elle a utilisés résument à eux seuls ce que je cherchais à exprimer sur l'importance, et je la cite, de recentrer le musée sur ses missions cardinales, autour des collections, tout en s'ouvrant au mouvement du monde, en affirmant que ces conflits, que ces cris sont déjà au cœur des musées, et que si nous ne les y trouvons pas dans les collections, si nous ne les y retrouvons pas dans leur programmation, c'est que nous, professionnels, et la longue lignée de nos prédécesseurs, avons un peu failli à notre mission. Ce que m'a révélé la lecture de ces lignes hier soir, c'est que c'est ce qui manquait, entre autres, à mon propos introductif, c'était l'importance de la notion de responsabilité. De la responsabilité individuelle et collective,
que nous portons vis-à-vis de l'impérieux devoir à faire des musées, notamment à travers nos projets scientifiques et culturels, des acteurs engagés. Car en résonance avec ce que Coralie de Souza-Vernet a si justement nommé les mouvements du monde, afin que tous et chacun puissent librement, naturellement, y retrouver hospitalité multiculturelle, savoir inclusif, écoute bienveillante, rencontre esthétique, dialogue respectueux, apaisement contemplatif, mais aussi colère légitime. Merci, ouais, j'aime beaucoup la fin. Non, effectivement, ça aurait manqué. Oui, j'attends 2 minutes. Pour poursuivre cette discussion, peut-être est-ce utile et nécessaire de revenir finalement sur la définition des musées et puis surtout sur sa progression, puisque les musées ont été largement... j'ai coutume de dire qu'il y a aussi beaucoup de militants dans les musées, beaucoup de professionnels qui réfléchissent à leur pratique et à la façon dont finalement aussi le musée est perçu par les publics. Et c'est vrai qu'entre Kyoto, Prague, il y a eu plusieurs temps de redéfinition des musées, auxquels d'ailleurs l'ICOM a largement participé. Et peut-être, Émilie Girard, pourriez-vous revenir sur tous ces aspects-là, sur comment finalement aussi les professionnels des musées font réseau? Donc, je suis enchantée d'être parmi vous ce soir. Bonsoir à toutes et toutes. Donc, je parle en tant que présidente d'ICOM France ce soir, principalement, puisque j'ai été élue et à cette fonction il y a plus de 3 ans maintenant. J'entame un second mandat. Et alors, quelques mots sur l'ICOM, le Conseil international des musées. C'est une organisation internationale qui regroupe à peu près plus de 60 000 membres aujourd'hui, dont 6 800 en France. Donc, le comité français est un gros comité, avec une majorité de membres individuels. Donc je ne vais pas vous détailler tous les chiffres, mais la petite carte vous donne simplement la carte représentative des institutions membres. Ça, c'est la carte de 2024, avec une concentration évidemment en région parisienne assez forte, mais un comité qui a la particularité de regrouper des professionnels des musées dans tous les domaines des fonctions qui sont ceux du musée. Donc, pluralité de métiers, pluralité de niveau de responsabilité, et vocation à faire de cette association un lieu d'échange et de débat sur les pratiques et les problématiques actuelles, avec une question de l'engagement qui revient très fortement, et finalement pas récemment, c'est-à-dire que je vous ai mis la date de 1946 sur ces diapositives, parce que c'est la date de création d'ICOM, et cette question du rôle des musées auprès de la société, elle est prégnante dès les premiers échanges. On est en 1946, on est au sortir de la guerre, on est dans une volonté de recréer la paix. La culture et les musées sont un des maillons pour leurs fondateurs, pour les fondateurs d'ICOM, qui vont permettre de reconstruire ce climat de confiance et de dialogue et de réseau finalement professionnel à une échelle européenne et mondiale. Donc cette question de l'engagement, pour y revenir, elle est effectivement très présente dans la définition du musée que vous connaissez peut-être et qui a connu des épisodes à rebondissement pluriel ces dernières années. Là, je vous ai mis pour mémoire la définition 2007, qui était la dernière en date, et qui donc définit le musée comme une institution permanente sans but lucratif au service de la société. Donc cette notion très forte, elle était déjà très présente il y a quelques années, et de son développement, ouverte au public qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation, avec ce terme délicieux de délectation qui a disparu, comme vous le verrez, remplacé par bien d'autres choses. Donc ça, c'est la définition 2007, qui finalement était assez consensuelle, qui rappelait un certain nombre de grands principes, à la fois de principes métiers fondamentaux, la conservation, l'enrichissement, l'étude des collections, leur valorisation, et qui soulignait bien effectivement cet engagement fort, fondamental des musées pour la société. Il a été décidé autour de, je dirais, 2017-2018, de revoir cette définition, comme elle avait déjà été beaucoup revue depuis la fondation de l'ICOM en 1946. Cette définition, elle figure dans les statuts de l'ICOM, donc ça, c'est pas un point de détail, parce que finalement, ça définit qui a le droit d'être membre de l'ICOM. Donc ça définit le caractère des professionnels du musée. Et donc, on remet cette définition sur la table en 2017-2018, se met en place un groupe de travail qui a vocation à la réviser.
Et le projet qui en est présenté à Kyoto en 2019 est celui-ci, donc il est beaucoup plus long, avec des termes très neufs que j'ai soulignés. Alors les musées sont des lieux de démocratisation inclusif et polyphonique, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et défis du présent, ils sont les dépositaires d'artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent des mémoires diverses, je vois rien, pardon, merci, pour les générations futures et garantissent l'égalité des droits et l'égalité d'accès au patrimoine pour tous les peuples. Les musées n'ont pas de but lucratif, ils sont participatifs et transparents et travaillent en collaboration active et pour diverses communautés, ce terme de communauté, on en parlait tout à l'heure en visitant, qui n'est pas sans poser question dans un contexte français, afin de collecter, préserver, étudier, interpréter, exposer et améliorer les compréhensions du monde dans le but de contribuer à la dignité humaine et à la justice sociale, à l'égalité mondiale et au bien-être planétaire. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, je sais pas faire tout ça. Voilà. Alors, je vous passe mon impression personnelle, mais on voit très bien qu'il y a eu, avec cette définition de 2019, un repositionnement de l'ICOM qui se positionnait alors presque comme une ONG portant des valeurs humanistes très nobles, évidemment, mais finalement un peu décorrélées du cœur de métier du musée. Mais ce qui n'était pas anodin, alors je vous passe la crise que ça a provoqué, les dissensions, l'Assemblée générale exceptionnelle qui devait durer une demi-heure, qui a duré 4h30, tout ça pour arriver à un report du vote de la définition. Mais pour vous montrer à quel point ça témoignait en fait d'une frange de l'ICOM, donc des professionnels du musée, extrêmement véhémente, extrêmement entendue aussi, qui œuvrent pour faire des musées des outils politiques. Vous me direz, finalement, est-ce dérangeant? Non, mais pour une organisation internationale qui vise à rassembler différents professionnels des différents coins du monde, ça peut être problématique. Moi, je me souviens d'une prise de parole très forte d'une collègue iranienne qui nous avait dit « Mais moi, si je rentre en Iran avec une définition comme ça, ICOM Iran disparaît, clairement. » Donc, d'où, j'allais dire, ce grand moment de tension et de schisme qui a abouti à « On remet tout sur la table », gros travail participatif avec tous les professionnels du monde entier pour aboutir à une autre définition qui a été votée à plus de 92% à la conférence générale de Prague en 2022, qui est celle-ci. Je ne vais peut-être pas vous la relire, vous l'avez à l'écran, mais peut-être beaucoup plus proche de celle que de 2007, et qui quand même insiste sur un certain nombre de termes qui relèvent de cet engagement des professionnels du musée dans leur rôle. Donc on a toujours au service de la société qui est resté. On retrouve les notions de recherche, de collecte, de conservation, d'interprétation et d'exposition qui sont fondamentales et qui sont réaffirmées en premier lieu. La notion d'accessibilité et d'inclusivité qui apparaît beaucoup plus clairement qu'elle n'apparaissait en 2007. La notion de communauté qui fait son entrée dans cette définition, c'est-à-dire qu'on a le service de la société, mais on a aussi le service des communautés, avec tous les problèmes qu'on peut avoir d'interprétation dans notre contexte français. Et les notions d'expérience, donc des objectifs du musée, qui sont ces expériences variées d'éducation, de divertissement. Là aussi, c'est un terme sur lequel on pourrait revenir, mais qui n'est pas, je trouve, forcément évident, de réflexion et de partage de connaissances. Donc vous voyez qu'on a quelque chose peut-être de moins fort, de moins coup de poing que n'était la définition de Kyoto, mais qui néanmoins intègre ces notions-là beaucoup plus fortement que la définition de 2007. Alors, vous me direz, tout ça, c'est peut-être un dialogue, une discussion qui intéresse quelques professionnels dans le monde, certes, j'en suis tout à fait consciente, mais pour moi, c'est quand même assez caractéristique des mouvements de fond qui existent au sein des réseaux professionnels, où cette question de l'engagement, elle est de plus en plus essentielle, elle n'est pas accessoire. Depuis, les musées sont-ils neutres? Évidemment, ils ne le sont pas, on le sait, mais c'était une manière aussi d'entériner cela. C'est un débat qu'on retrouve aujourd'hui, parce qu'après avoir revu la définition, ICOM retravaille sur son code de déontologie, qui est un autre outil fondamental pour cette institution. Et le débat, il a encore cours aujourd'hui. On est en train de revoir, on m'a demandé de retravailler à la traduction en français du projet de code de déontologie qui sera soumis à l'Assemblée générale au mois de juin. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, parce qu'on voit que la notion professionnelle disparaît un peu au profit de la notion de communauté. Donc est-ce qu'on est une association finalement pour qui on travaille? Est-ce qu'on est toujours une association professionnelle? Est-ce qu'on est une ONG œuvrant à des valeurs humanistes un peu plus larges? Donc c'est un débat qui a lieu au sein des professionnels, qui a lieu au sein de l'ICOM en tout cas,
qui est loin d'être en sommeil. Donc je pense qu'on a encore quelques belles années, voire mois, en tout cas si on est optimiste, de travail sur cette notion de code de déontologie. Merci beaucoup. On va poursuivre avec Aurélie Clément-Trouys, donc qui est autrice de ce moi j'ai dit pamphlet, je ne sais pas, d'ouvrage pour un musée engagé, transmettre, interroger, inspirer. Moi, ça m'a inspiré les mots de James Baldwin autour de la réception, peut-être les premières expériences de visite au musée. Et j'ai trouvé ce texte très, très enthousiasmant. Je voulais le dire en introduction. Effectivement, la notion d'engagement peut être controversée quand on est à la tête d'une grande institution comme le Musée de l'Homme. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment et pourquoi finalement vous êtes engagé dans cet ouvrage, à quelle adresse, ce qui a motivé pour commencer la réalisation, l'écriture de cet ouvrage. À partir Merci beaucoup pour l'invitation aussi à participer à ce débat. Alors, pourquoi ce livre? Alors, en fait, pendant le Covid, on est tous restés chez nous et on nous a tous dit qu'on n'était pas essentiels dans les musées. Et j'ai trouvé ça extrêmement violent. Et à partir de là, j'ai voulu réfléchir à finalement à quoi sert un musée. Donc ça complète assez bien ce que tu viens de dire sur la définition du musée, mais finalement, à quoi on sert effectivement? On n'a pas besoin de nous pour se nourrir, vivre au quotidien. Et bien si, moi je me suis arrivée à la conclusion qu'en fait on avait quand même un rôle important à jouer dans la société. Donc ça c'était vraiment le point de départ de la réflexion. Et puis, évidemment, je dirige le Musée de l'Homme depuis bientôt 4 ans. Et cette réflexion de base a été nourrie aussi par mes fonctions à la tête de ce musée. Musée qui a un passé important dans l'engagement, puisque c'est dans ce musée qu'il y a eu l'un des premiers réseaux de résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1940, il y a un réseau structuré qui a publié un petit livret qui va s'appeler Résistance au pluriel, c'est pas anodin. Et donc, effectivement, c'est un musée où il y a toute cette histoire d'engagement politique du musée qui est très fort et aujourd'hui encore qui est très fort. Et l'histoire du Musée de l'Homme fait aussi que c'est pas un musée anodin, puisqu'en fait, avant le Musée de l'Homme, c'était le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui est devenu le Musée de l'Homme inauguré en 1938, rattaché au Muséum national d'histoire naturelle. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, avec des collections ethnographiques, on va rajouter toute une dimension biologique de l'humain en le rattachant au Muséum national d'histoire naturelle, auquel il est toujours rattaché aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, dans les années 2000, le départ des collections d'ethnographie pour créer le musée du Quai Branly et le MUSEM aussi, puisqu'il y a une partie des collections ici à Marseille. Et donc, repenser un musée qui était avant un musée d'ethnographie pour en faire un musée d'anthropologie, donc vraiment recentré sur l'humain. Et donc toutes ces réflexions de dire finalement ce musée il a beaucoup évolué dans ses collections, dans son positionnement, à quoi il sert aujourd'hui? Aujourd'hui on a l'IA, on a Internet avec énormément de sources documentaires, on a accès à beaucoup plus d'informations qu'on n'en a jamais eu par le passé. Et finalement, pourquoi on continuerait à aller au musée? Alors, au-delà de notre rôle de conservation des collections, ça, ok, je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus, pourquoi finalement le public continuerait à venir au musée? Et justement, peut-être que le musée a un rôle à jouer sur la place de notre histoire, comment on raconte cette histoire. Alors, dans le cadre du Musée de l'Homme, la place de l'humain aussi dans cette histoire, bien évidemment. Et finalement, comment on arrive à faire société et comment on arrive à recréer un récit collectif. Cette notion de fraternité qu'on a dans notre devise, dans notre pays, finalement, comment elle s'incarne et est-ce qu'elle ne pourrait pas s'incarner aussi à travers et dans nos musées. Donc voilà un peu comment est née la réflexion autour de ce livre. Et puis en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'exemples qui arrivaient tout de suite.
Alors oui, c'est un essai, mais j'ai pas voulu en faire quelque chose de très théorique. J'ai mis volontairement beaucoup d'exemples. Parce que tout de suite, je me suis rendu compte que absolument partout en France, un peu à l'étranger, mais je me suis quand même un peu plus centrée sur la France, et bien, il y avait des musées qui avaient des actions engagées. Et alors là, vous allez me dire, c'est quoi en fait l'engagement? Comment on peut définir l'engagement? Parce qu'effectivement, il y a plein de définitions possibles de l'engagement. Et justement, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que l'engagement, il n'est pas fermé. Et il ne faut surtout pas l'enfermer dans une définition, à mon avis, extrêmement précise. C'est que chacun, chaque musée, chaque institution peut s'engager à sa manière. Ça peut être s'engager par rapport à la crise écologique, ça peut être s'engager par rapport à ses publics, ça peut être s'engager par rapport à ses collections, à leur provenance, par rapport au narratif qu'on va avoir dans nos musées. Donc en fait, il y a vraiment, on parlait d'une polyphonie en introduction. Pour moi, l'engagement, il est aussi polyphonique en fait. C'est que selon le musée, selon le territoire, selon ses moyens, selon ses envies, eh bien, on va pouvoir avoir différents niveaux d'engagement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une formule toute faite, sinon ce serait un peu dommage peut-être, mais c'est bien avec une volonté des professionnels de musée, parce que je pense que cette volonté, elle doit venir de nous, comment on arrive à faire évoluer nos musées pour qu'ils participent au débat citoyen. Parce qu'effectivement, ce que je prône dans ce livre, c'est de dire que le musée doit participer au débat citoyen. Et c'est ça qui est important, c'est que pourquoi eh bien, on aurait envie de continuer à venir au musée, parce qu'on va y trouver quelque chose qui résonne avec notre histoire, personnelle, collective, peu importe, qui doit résonner en nous. Et c'est ça qui est important. Alors ça peut passer par effectivement un choc esthétique, ça peut passer par un récit. Il y a plein de manières de faire. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de manières, j'ai l'impression, de raconter des choses. Mais en tout cas, ce lien avec le public, et c'est pour ça que moi je mets nos visiteurs et les publics au centre de notre démarche, c'est ça aussi qui doit aussi faire évoluer nos institutions et essayer de les engager un peu plus. Voilà. C'est vrai que la question qu'on a envie de poser tout de suite, c'est comment. Et dans l'ouvrage, on retrouve énormément d'exemples qui sont vraiment... qui participent de la déconstruction des biais. Vous prenez en compte le mouvement MeToo comme la démarche inclusive ou en tout cas participative qui a été développée à Tervuren. Il y a énormément de cas de figure différents. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que pourrait être le nouveau Mahoua après la visite qu'on a faite cet après-midi? Non, je n'aurais pas cette prétention-là. Par contre, travailler en collectif, je trouve ça extrêmement important. En fait, je pense qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait souvent le commissaire star, le conservateur, qui était un petit peu la figure intouchable. Et je pense qu'on est un peu en train de sortir de ça, et tant mieux. Je pense qu'on travaille beaucoup plus dans le collectif. On s'écoute, on écoute aussi nos sensibilités, parce que on est humain, et donc oui, on a des sensibilités, et tant mieux. Et si on arrive à les retranscrire dans le musée, c'est important. Il y a quelque chose, je suis beaucoup interrogée là-dessus, j'ai écrit que le musée n'était pas neutre. Alors oui, en tant qu'institution publique, on a un devoir de neutralité, mais en fait on a tous des biais. On a tous des biais, que ce soit des biais d'éducation, des biais de genre, enfin, c'est comme ça, on est fait comme ça. Donc, le musée, par essence, il ne peut pas être neutre, parce que quand on fait un musée, on fait des choix. On va décider de présenter tel objet plutôt que tel autre, de raconter tel récit plutôt qu'un autre. Donc, à partir de ce moment-là, il faut assumer ça. Alors, bien évidemment, il faut s'appuyer sur des données objectives, sur des données scientifiques, historiques, et effectivement, on n'est pas là pour raconter ce qu'on veut, n'importe comment. Il y a un cadre très clair, et il faut absolument, ces fondements scientifiques, ils sont indispensables, mais vraiment indispensables. Et c'est comme ça, d'ailleurs, aussi que le musée reste une institution crédible. Aujourd'hui, on voit bien que dans l'opinion publique, la plupart des gens n'ont plus confiance dans les politiques, dans les médias. Le musée reste une institution qui garde une très forte crédibilité, notamment parce qu'on a cette assise scientifique très forte. Et à partir de ce socle-là, effectivement, il faut construire de nouveaux narratifs. Et ces nouveaux narratifs, d'ailleurs, doivent être en perpétuelle évolution, ce qui est un peu une contradiction peut-être pour un musée qui a tendance à parfois figer les choses. Donc comment on fait évoluer le narratif? Voilà, je vais vous donner un exemple très concret.
je vous ai mis une image du musée de l'Homme. Alors, non, c'est pas celle-ci, voilà, celle-ci. Le musée de l'Homme, en fait, il a été complètement repensé. Il a réouvert en 2015, suite au départ des collections, je vous disais, auxquelles on lit au Muséum. Et donc, à sa réouverture en 2015, il y a ce geste muséographique très fort qui a été pensé à l'époque, qu'on appelle l'envolée des bustes, puisqu'on a une collection extrêmement importante de cire anatomique, constituée entre le milieu du 19e siècle et en gros le milieu du 20e siècle, les années 20-30. Cette collection a été présentée comme ça en majesté au milieu du parcours permanent. Aujourd'hui, nous interrogeons, et nous travaillons, on fait plus qu'interroger puisqu'on travaille pour repenser complètement la médiation autour de cette installation qui pose beaucoup de questions sur ces bustes qui proviennent du monde entier et pour raconter comment s'est constituée cette collection, d'où ça vient, dans quel but et qu'est-ce que ça raconte de cette époque coloniale, puisque c'est typiquement vraiment une collection, alors je ne vais pas vous faire tout le détail de la collection ce soir, mais qui est vraiment liée à effectivement une période coloniale et des enquêtes collectes sur le terrain. Et donc comment on est en train de totalement repenser la médiation autour. Alors on ne peut pas refaire le dispositif muséographique, malheureusement, ça coûterait trop cher. Et puis il est intéressant justement d'expliquer et de raconter cette histoire-là. Et donc, à partir de l'automne prochain, vous voyez, ça va arriver vite, eh bien, on ne racontera plus la même histoire à travers cette même collection. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer la collection. On va retirer potentiellement 2 bustes, donc c'est intéressant par rapport à la démarche actuelle, effectivement, du Mahoa qui parle de ses absents dans les collections. Donc on va avoir une démarche un peu similaire en enlevant 2 bustes, et on va expliquer pourquoi on va enlever ces 2 bustes. Et on va réécrire un nouveau narratif autour de ça. Donc voilà comment ça peut effectivement s'incarner par le rôle de la médiation, les discussions qu'on a eues avec les différentes communautés qui sont effectivement représentées par ces bustes, et comment on va essayer de raconter différemment cette histoire qui est extrêmement importante et qui est une collection pour nous très importante au Musée de l'Homme. Merci beaucoup. Ce serait très intéressant de revenir sur justement tout ce travail que vous mettez en place avec les communautés et qu'est-ce qu'une communauté, une communauté source, une communauté d'origine diasporique, etc. Je pense qu'on approfondira dans la suite de la discussion. Je vais donner la parole à Olivier Cohn, qui est directeur du musée dauphinois et membre du collectif des musées engagés. Alors encore un réseau. Et donc ma question c'est le musée dauphinois de mémoire, je sais que a produit énormément d'expositions sur des sujets peut-être inattendus. Il y a vraiment eu toute une galerie d'expositions très intéressantes, du local au global, des allers-retours très intéressants. Je me souviens notamment d'une exposition sur l'histoire des migrations qui avait une migration italienne, mais qui avait quand même été très importante et très novatrice par rapport à d'autres expositions dans le même temps. Mais précisément, justement, vous venez aussi de réécrire votre projet scientifique et culturel, et j'aimerais bien savoir comment vous avez intégré à la fois votre casquette de membre du réseau des musées engagés dans votre pratique finalement. Merci au musée de la ville de Marseille pour leur invitation. Ravi d'être avec vous. Quand on a travaillé à la préparation de cette table ronde, j'ai souhaité présenter le musée dauphinois comme un musée antiraciste. Donc, qui est une notion qui n'est pas réellement présentée ainsi dans le projet scientifique et culturel qui vient d'être validé par la direction des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en tout cas, c'est la définition même du musée que je vais souhaiter vous présenter ce soir par le travail que nous réalisons depuis longtemps autour de la diversité culturelle et de la diversité des origines des habitants du territoire. Musée dauphinois, alors je ne sais pas si c'est un terme qui parle beaucoup, le musée dauphinois étant bien moins connu que l'ICOM
et que le musée de l'Homme, pour le définir rapidement, c'est un musée donc établi à Grenoble qui aujourd'hui, après avoir été un musée municipal, est un musée qui relève du département d'Isère. Et qui, derrière ce nom, qui pourrait renvoyer à l'idée qu'il est un musée d'identité régionale, est en effet un musée qui tente de défendre l'idée qu'il y a, au contraire, dans ces musées d'ethnographie régionale, une démarche qui tente à l'universel et à pouvoir souligner la diversité des cultures des habitants du territoire qui abrite le musée. Et ceci par un travail qui, finalement, a été initié à la fin des années 60, je fais un tout petit peu d'histoire rapidement pour dire que nous avions des élus éclairés à la tête de la ville de Grenoble lorsque le musée dauphinois était encore municipal, avec cette idée qui était de faire un musée dans un territoire très brassé déjà à l'époque, à la fin des années 60, très cosmopolite, un musée qui puisse établir un récit commun qui parle à l'ensemble des habitants, quelles que soient leurs origines géographiques, sociales, qu'ils viennent d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs. Et ce projet, en fait, s'est matérialisé finalement dans les années 1980, avec une exposition qui a fait date, je crois, il me semble, dans le milieu des musées, c'est en tout cas souvent ce qu'on m'a dit. Mais comme voilà, j'évite de faire du chauvinisme, je suis toujours à interroger quand même cette mythologie locale, le roman des Grenoblois, qui est une exposition qui a été réalisée en 1982. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens dans la salle s'en souviennent, mais donc je suis là aussi pour le rappeler, et je n'y suis pour rien, je n'étais pas commissaire de cette exposition, comme vous l'imaginez, mais qui en fait a intégré pour la première fois en 1982 le fait qu'il y ait eu des migrations et des personnes qui soient venues d'ailleurs, mais notamment d'Algérie et d'Italie. Et cette exposition n'a pas été forcément très bien reçue à l'époque par toute la population qui venait visiter ce musée dauphinois, attaché à ce patrimoine régional. Je ne ferai pas plus long là-dessus, je vous laisse imaginer les réactions que ça avait pu susciter à l'époque. Mais cette exposition a fait date, je crois, parce que ça a été une des premières dans le monde muséal français qui ait parlé du fait migratoire. Et ça a ouvert la voie en fait à d'autres expositions. Je ne vais pas vous en faire évidemment une longue litanie ce soir, parce qu'il y en a eu tant que j'ai contenté quand même de rappeler leur titre. Corato Grenoble, dont vous parliez à l'instant, Samia, en 1988, des Grecs, 1991, d'Isère et d'Arménie, 1997, d'Isère et du Maghreb, 1999, c'est pas très original au niveau des titres, mais bon, c'est pas grave. Français d'Isère et d'Algérie, 2003, Ce que nous devons à l'Afrique, ça c'est mon titre préféré, 2010, Un air d'Italie, 2011, Zigane, la vie de Bohème, point d'interrogation, 2015, et tout récemment, Une histoire juive, 2000 ans de lien entre Rhône et Alpes. En 2025, exposition qui est toujours en place au musée dauphinois, allez-y. Ce sont des expositions qui ont en commun, si je dois les résumer finalement, de pouvoir souligner les apports des populations qui sont venues successivement sur ce territoire et de finalement tenter de positiver le fait migratoire, entre guillemets, et de pouvoir démontrer, s'il le fallait, mais je crois qu'il faut, l'importance dans la construction de ces territoires des populations qui y sont arrivées au fil du temps. D'une part, de pouvoir déconstruire aussi les représentations nombreuses que véhicule la figure de l'étranger avec un E majuscule, et je n'ai pas besoin de développer là-dessus, et puis de pouvoir aussi combattre le racisme en rappelant que nous sommes des musées publics attachés aux valeurs républicaines et qui par essence sont antiracistes, donc il faut l'énoncer, le rappeler sans cesse, etc. Et qu'un agent public se doit justement de défendre les valeurs républicaines, là-dessus il n'y a pas de discussion, et donc ce sont des valeurs éminemment antiracistes, donc là-dessus c'est important évidemment de dire qu'il n'y a pas de neutralité là-dessus, que c'est une évidence qu'il faut s'engager pour les défendre dans le cadre de notre travail. Et que naturellement toutes ces expositions ont mis en lumière, que quelles que soient les populations dont nous faisions l'histoire, y compris certaines pour lesquelles on souligne une intégration réussie, c'est ce que disent certains travaux en tout cas, qu'il y a eu des difficultés sans cesse, que ces populations ont été confrontées à de la xénophobie et qu'il n'y a pas une population qui ait pu être épargnée en la matière. Ce travail en fait a été bâti aussi suivant une démarche dite participative, alors aujourd'hui qui est un peu galvaudée comme expression, mais qui signifie tout simplement que les premiers concernés étaient associés à ces projets,
et que ce travail est toujours en cours aujourd'hui, que lorsqu'on traite des cultures italiennes, au plan local, on ne le fait pas sans des habitants d'origine italienne. Postulat intellectuel de base, éthique, mais qui, comme vous le savez, n'est pas toujours employé dans tous nos musées, parce qu'il n'est pas simple de partager la parole. Mais on en reparlera sans doute tout à l'heure dans la suite de la table ronde. Et puis de pouvoir vous dire aussi, parce que vous me donnez l'occasion de parler d'un jeune réseau, le réseau des musées engagés, qui a été donc créé en 2024 à l'initiative d'une vingtaine de musées nationaux, avec en chef de file le musée national de l'histoire de l'immigration, abrité au sein du palais de la Porte Dorée, qui est une longue histoire coloniale notamment, et qui, ce réseau a été donc structuré dans un contexte qu'il faut rappeler, éminemment politique, c'est celui des législatives de juin 2024, dont je n'ai pas besoin de vous dire dans quel contexte politique tendu nous étions et dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, et de dire que le monde des professionnels des musées ne pouvait être étranger à cette situation, et que spontanément, en quelques jours, ce qui est quand même assez remarquable, il y a eu des réactions citoyennes du côté du monde des musées, et que des musées nationaux, musées de territoire, ont décidé donc de s'engager dans ce qui n'est pas une association loi 1901, mais un réseau plutôt informel, souple dans sa forme, ce qui lui donne une grande liberté d'action. Je vous avais, je crois, ici, la tribune, oui, qui avait été prononcée à l'époque, que nous devons aussi beaucoup à un certain nombre de collègues, Constance Rivière en particulier, qui est la responsable de l'établissement public de la Porte Dorée. Je n'ai pas besoin de vous lire ce qui est figure derrière moi, mais pour vous dire qu'au-delà des grands principes énoncés par ce réseau, la volonté évidemment est de mettre en œuvre aujourd'hui des actions concrètes, pardonnez-moi, avec un certain nombre de principes qui seraient notamment de pouvoir partager des ressources pédagogiques, de mettre en place des groupes thématiques, donc tout ça est en train de se mettre en pratique aujourd'hui, de rédiger une charte commune. Là, je vous livre quelques scoops parce que tout ça n'est pas encore connu, et puis une ouverture du réseau à l'échelle internationale, parce qu'on est évidemment plus fort quand on travaille aussi avec plusieurs pays, et qu'il y a des démarches similaires. Nous ne sommes pas évidemment les seuls à réagir à un contexte international et national que vous savez, et qu'il y a évidemment profit à pouvoir se fédérer avec d'autres initiatives à l'extérieur de notre pays. Voilà, je ne vais pas être plus long pour dire que tout ça est en effet dans le PSC du musée Dauphinois désormais. Initiative de 28 écomusées fondateurs, et qui est aussi donc un réseau très actif, qui interroge ce rapport justement à la société. Je ne sais pas comment, est-ce que vous souhaitez apporter un élément aussi complémentaire, parce qu'on a évoqué l'ICOM, donc ce nouveau réseau de musées engagés, et donc la Fédération des écomusées qui portait aussi, j'ai envie de dire presque une utopie de construire avec les habitants les musées. D'autant que la FEMS est bien représentée ce soir, donc je me dois évidemment d'en dire un petit mot. Bref, mais c'est en effet une fédération qui s'appuie sur l'héritage écomuséologique. Je pense qu'il n'est pas besoin de dire ce qu'est un écomusée dans cette salle. Cette relation forte à un territoire et à ses habitants, et j'ai envie de dire aux citoyens et aux citoyennes, et qu'il y a eu aussi un document fort, on parlait de pamphlet tout à l'heure, Sabotage. Censure. Allez, on reprend. Nous continuerons à parler. Donc, ce manifeste dont vous avez peut-être entendu parler pour une ambition écologique et solidaire, qui a été fruit d'une réflexion collective portée sur plusieurs années par l'ensemble des membres de cette fédération qui compte pratiquement 200 acteurs des musées du territoire national et dans d'autres pays maintenant. Donc une grande fédération qui compte des musées nationaux, des musées de collectivités, des musées associatifs, donc une grande diversité de formes de structures qui s'élargit au fil du temps, et plus nous avançons, plus nous sommes ouverts
aussi dans l'accueil de structures qui ne sont pas labellisées Musée de France. Voilà. Pour vous dire qu'on a une vision très, très élargie des acteurs culturels et qu'il y a derrière cette notion de manifeste pour une ambition écologique et solidaire, l'idée que nous dépassons les réflexions qui touchent à la décarbonation culturelle, aussi important soit cette discussion autour de la façon de gérer nos collections, de les conserver, de faire des expositions, qu'il y a là, en fait, au-delà, une réflexion de fond avec la société à laquelle elle nous invite et que nous ne pouvons pas y rester étrangers et qui touche bien sûr au rôle social des musées et à la relation que nous devons développer avec les citoyennes et citoyens. Voilà, c'est ce que porte en creux ce manifeste qui a été donc brandi en janvier 2025. Voilà, et donc je vous renvoie là au site internet de la FEMS qui évidemment porte l'intégralité de ce texte. Merci. Dans le cadre de ces comités de réflexion, des discussions que nous avons engagées, on a vraiment le sentiment qu'il y a des questions qui sont quand même très professionnelles, les questions de restitution, les questions de mieux documenter l'origine des objets, de leur convocation dans une exposition, et finalement des questions qui sont plus celles peut-être de la médiation et de la façon dont on peut faire participer des communautés, voilà, sources d'origine diasporique, il faudrait rajouter peut-être un qualificatif, à la façon dont aujourd'hui on organise, on conçoit une exposition. Et sur ce deuxième aspect, même peut-être ouvrir cette gouvernance et ce travail scientifique et culturel aux habitants et aux visiteurs. Et de cette façon, est-ce que vous pouvez témoigner, chacun d'entre vous peut-être, d'une expérience réussie? On sait que lors de la table ronde précédente, Camille Faucourt a restitué par exemple des verbatims du livre d'or sur l'expo Abdelkader. C'était très intéressant de voir le contraste des différents visiteurs. Mais au-delà je dirais, des commentaires qu'on peut recueillir sur une exposition qu'on organise, comment plus largement dans vos institutions vous avez réussi à mettre en place un vrai travail avec les habitants ou les associations, la société civile en général. Je vous laisse prendre la parole pour vous exprimer. Alors, je commence sur cette vaste question. Effectivement, alors, je vais changer de casquette du coup, parce que ce sera plus simple. Je vais parler du point de vue de la directrice des musées de Strasbourg. On vient, nous, de publier un projet stratégique pour l'ensemble des 11 musées du réseau, qui donne un peu le cadre général dans lequel vont s'inscrire les projets scientifiques et culturels des différents établissements. Et dans ce cadre général, il y a 4 grands axes stratégiques. Je les ai notés pour être sûr de ne pas les oublier, parce que sinon il y en a toujours un qui m'échappe et que je remets du temps à trouver. Mais il y a évidemment l'engagement envers les enjeux sociaux et sociétaux contemporains, la transformation écologique, qui est un gros sujet qui occupe tous les musées en France et dans le monde, la question des ancrages territoriaux, c'est-à-dire comment est-ce que les réseaux du musée de Strasbourg s'intègrent localement, régionalement et de manière internationale, et la question de la convivialité, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on fait lieu de vie dans nos établissements. Et là-dedans, il y a dans tous ces axes-là une dimension participative qui est effectivement très importante et que la collectivité de l'Eurométropole de Strasbourg encourage beaucoup. Il y a une direction de la participation citoyenne, donc il y a un cadre qui est posé et qui est très volontariste actuellement. On verra si dans un mois le cadre est le même, mais en tout cas actuellement, c'est une pratique qui est effectivement très volontaire, très encouragée. Et on vient de réouvrir, vous en avez peut-être entendu parler, le musée zoologique de Strasbourg, après 6 années de travaux, donc une refonte complète de ce musée, avec une rénovation du bâtiment et une refonte complète surtout du parcours et du propos du musée. Donc on est vraiment passé d'un musée de sciences, on va dire traditionnel, 19e, un peu poussiéreux, dont on adorait les parquets qui craquent, à un musée engagé envers la biodiversité. Et cette période de 6 années, qui est finalement pas très longue pour la rénovation fondamentale d'un établissement, elle a été mise à contribution pour mettre en place un système de relations aux habitants, aux usagers, extrêmement poussé. Pendant 6 ans, il y a eu des ateliers avec des groupes tests. Il y a eu des ateliers, je parle de Grand Simon qui connaît bien le projet, pour y avoir travaillé, à qui je fais un petit coucou au passage, et qui vraiment a été vraiment moteur
dans la dynamique de construction du projet qui a permis de rééquilibrer des choses, de penser la médiation, de penser les niveaux de médiation, à qui on s'adresse. Et je trouve, et je le dis sans autocongratulation parce que je n'étais pas là au moment où le projet a été pensé, est extrêmement réussi parce qu'il est capable de s'adresser à différents types de publics. Le public familial, les enfants, les groupes scolaires, les publics de spécialistes. Vous entrez, vous ignorez toute la classification animale, et bien, si vous voulez, vous connaissez tout en sortant pour un certain nombre d'heures, mais c'est extrêmement pédagogique. Et ça a été rendu possible notamment par ce travail-là fin qui a été fait sur les attentes, qui étaient celles des publics d'un musée aujourd'hui, qui est certes de retrouver les fameux parquets qui craquent, parce que les gens y étaient attachés, mais qui était aussi de pouvoir avoir des éléments de réponse par rapport aux problématiques qui sont celles de nos concitoyens aujourd'hui. Donc il n'était pas question simplement de restaurer les spécimens, d'avoir des animaux parfaitement restitués avec des couleurs rafraîchies, dépoussiérés, tout ce que vous voulez, mais d'avoir une mise en exposition, une expographie qui permette de raconter la place de l'homme dans la biodiversité et les enjeux de cette biodiversité aujourd'hui. Et ça a été rendu possible évidemment par le travail scientifique, mais aussi par ces allers-retours avec nos usagers. On a bien parlé d'usagers, parce que ça nous oblige aussi, c'est-à-dire cette crédibilité dont parlait Aurélie, elle nous oblige fondamentalement, et je reviens aussi sur le terme que tu as utilisé, de responsabilité, parce qu'on est en position de responsabilité, on est crédible, on doit le rester, et pour cela, on est obligé de coller aux attentes, aux attendus, aux questionnements, parfois même aux questions un peu poil à gratter, non, parce qu'on voit, on est de plus en plus interpellés sur notre rôle, sur notre mission, on nous attend au tournant, je dirais presque, et il ne faut pas louper le coche. Si on reste fermé, trop conservateur, on est forcément en décalage. Et dans une société qui est de plus en plus polarisée, on a besoin d'entendre ces différentes polarisations, de trouver la voie qui est la nôtre, de ne pas tomber dans la cacophonie. C'est pour ça entre polyphonie et cacophonie, il y a pour moi une limite qu'il faut vraiment définir, de manière à pouvoir conserver ce rôle d'expertise tout en entendant les paroles de nos usagers et leurs attentes. Merci beaucoup. La question de l'écologie, de la durabilité des expositions, c'est peut-être plus facilement intégré que peut-être l'interpellation citoyenne sur les questions d'assignation identitaire qui sont produites finalement par des collections dont on ne peut pas refonder totalement les artefacts. Donc peut-être au Musée de l'Homme, vous avez une autre expérience. Alors, je rebondis juste avant sur quelque chose que tu viens de dire sur la responsabilité des musées et qu'on attend beaucoup de nous. Et effectivement, en tout cas, je pense qu'on est plusieurs à le ressentir très fortement. Aujourd'hui, quand on dirige un musée, on a des injonctions très contradictoires. Même pas sans savoir, il y a des baisses budgétaires, hein, je pense que tout le monde y a droit, donc on a quand même cette tension budgétaire qui est très forte. Mais à côté de ça, il faut toujours attirer plus de public. Et un public diversifié, bien évidemment, parce que bon, il ne faut pas s'adresser à un seul public, donc il faut qu'on arrive à diversifier nos publics. C'est nos missions, c'est normal. À côté de ça, il faut effectivement dialoguer avec tout le monde, écouter nos usagers, les communautés. Mais on doit aussi travailler sur nos collections, sur leur provenance et sur leur conservation. Donc en fait, il y a une tension, je trouve, de plus en plus forte qui se crée sur les attentes dans un musée, où on a un devoir d'exemplarité qui est parfois difficile à atteindre en fait. Et pardon de rebondir un peu là-dessus, de sortir un tout petit peu de la première question, mais je trouve ça important de le dire aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment très prégnant aujourd'hui dans notre quotidien de devoir répondre à toutes ces questions. Et ce devoir d'exemplarité, on essaie de l'atteindre, c'est pas toujours évident. On est aussi héritier de, effectivement, une collection, toute une histoire, voilà. Et donc, comment on arrive finalement, avec les moyens qu'on a, parce que la question des moyens, à un moment donné, elle n'est pas anodine, en fait, voilà, hein, les moyens humains, financiers qu'on a, il faut en parler aussi, parce qu'on a beau avoir les meilleures intentions du monde, à un moment donné, comment on arrive à les mettre en œuvre avec les moyens qu'on a. Et ça, c'est pas si simple. Voilà, pardon pour ce petit... ça me paraissait important de le dire ici. Après, sur la question de comment on travaille un peu différemment, alors moi, en fait, tout de suite, j'ai pensé à une expérience que j'ai faite il y a 10 ans. Donc, avant d'être directrice du Musée de l'Homme, je travaillais à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Et il y a 10 ans, à peu près, on a organisé une exposition qui s'appelle Hajj, le pèlerinage à la Mecque,
l'exposition racontait effectivement pourquoi finalement on voit des milliers de musulmans tous les ans tourner autour de la Kaaba à la Mecque. Et donc c'était vraiment dans une perspective historique, culturelle et sociale de raconter ce phénomène-là. Bon, ça a été un peu compliqué de monter l'exposition, je ne vous cache pas, parce que quand on est arrivé avec un sujet comme ça, on se dit oh là là, trop religieux, ça, un peu dangereux, on va peut-être pas aller là-dedans. Donc on a eu un peu se battre quand même pour le faire, et puis on a aussi travaillé avec du coup des pèlerins, des personnes qui avaient fait le pèlerinage pour incarner une dimension sensible à la fin de l'exposition. Et c'était extrêmement important pour nous de terminer l'exposition par des témoignages, de ne pas avoir uniquement une vision muséale, historique, aussi intéressante soit-elle et nécessaire pour expliquer, mais d'introduire cette dimension vraiment intime et personnelle du pèlerin. Et du coup, on avait travaillé à avoir différents profils aussi pour raconter cette expérience-là. Et je pense que ça a complètement changé la perception de cette exposition. Voilà. Donc ça, c'est un projet un peu ancien, mais je trouvais ça intéressant de vous le partager ce soir. Et puis alors, au Musée de l'Homme, nous, on a des sujets importants autour des restitutions, puisque la collection du muséum comprend un peu plus de 28 000 restes humains. Donc de fait, la loi qui a été votée le 26 décembre 2024 relative à la restitution des restes humains nous concerne pleinement. Donc on a un certain nombre de dossiers en cours et donc on travaille avec différentes communautés sur ces sujets-là. Je le dis parce que c'est un travail de fond. Il faut imaginer que sur ces 28 000 restes humains, il y a moins de 1% qui sont nommés. Donc en fait, avant de pouvoir restituer, il faut pouvoir identifier. En fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on restitue, à qui, et après comment. Mais quand on en sera au comment, déjà, on aura bien avancé. Et ça, c'est une question de fond qui nous occupe. Et aujourd'hui, je reviens à ma première réflexion, la question des moyens. Aujourd'hui, j'ai 1 personne et demie pour travailler sur la provenance des collections. Voilà. Ce qui est d'ailleurs très, très étonnant côté public, c'est d'imaginer que en fait, ces restes humains ne sont pas documentés ou pas. C'est vrai qu'on a une vision du musée qui est quand même un outil aussi de science, de savoir, et c'est vrai que là, il y a un vrai décalage et une vraie surprise, je pense, pour beaucoup d'entre nous, de se dire que finalement, c'est pas si bien documenté que ça. Alors, il y a encore un énorme travail à faire qui montre effectivement les lacunes des inventaires qui se sont accumulés au cours des années, et aujourd'hui, c'est un travail absolument titanesque de repartir dans les archives, de croiser des sources, avec en plus des analyses scientifiques qui peuvent être faites sur les restes humains, mais maintenant on ne fait plus d'analyse invasive, très clairement, donc on essaie d'avoir d'autres types d'analyses qui ne soient pas invasives sur les restes humains. Donc, voilà, c'est-à-dire pour la datation, ce genre de choses. Exactement, oui, tout à fait. Okay. Ouais. Olivier, peut-être un complément sur la question justement du travail d'ouverture, peut-être aussi des gouvernances et du partenariat avec les habitants, les usagers dans le musée dauphinois. Oui, avec plaisir. En prenant l'exemple d'une exposition que j'ai l'honneur de piloter, qui était l'exposition Tziganes, la vie de Bohème, qui en fait reprend la démarche que j'évoquais tout à l'heure, sur laquelle je vais un peu développer maintenant, qui cette démarche suppose de s'appuyer évidemment sur l'expertise scientifique, c'est essentiel, parce que le musée est attendu de ce point de vue et qu'il a encore, semble-t-il, une crédibilité que tu évoquais, Aurélie, et c'est heureux. Enfin, j'espère que c'est l'image qu'il reflète, si tant est qu'il soit visité, ce qui n'est quand même pas le cas pour une grande majorité de la population. Mais disons que c'est de partir du postulat que l'expertise scientifique est essentielle, mais que la notion d'expertise ne vaut pas que pour la communauté scientifique et que l'habitant est un expert. Donc ça, c'est une notion éminemment écomuséale, avec une volonté de pouvoir travailler la question des témoignages, des récits de vie que tu abordais à l'instant, et que ce matériau-là est un matériau qui fait collection, qui fait l'histoire, et que nous devons évidemment le rassembler, surtout lorsqu'il est question de ce sujet de la diversité des origines, par exemple, des habitants de notre territoire, qu'on ne peut pas faire sans,
et ne pas parler en lieu et place de ces personnes, et que nous n'avons plus de conseil scientifique aujourd'hui au musée Dauphinois depuis fort longtemps, qui nous accompagnent dans le développement du projet, mais nous avons ponctuellement des groupes de travail, on n'a pas trouvé mieux comme terme pour l'instant pour les qualifier, c'est-à-dire avec des groupes où vous avez une assemblée assez protéiforme, où vous avez à la fois des experts issus du monde savant, ce qui n'est pas péjoratif quand je dis ça, issus du monde universitaire notamment, quelles que soient les disciplines, des acteurs culturels, conservateurs de musées, d'archives, de bibliothèques, mais peut-être la particularité, c'est d'avoir dans cette même assemblée des acteurs issus de la société civile, par le biais, et c'est une chance en France, d'avoir un vivier associatif très important sur lequel on peut s'appuyer et entrer en relation finalement avec les citoyennes et les citoyens. Et là, quels que soient les projets, on a pu mettre à l'épreuve cette démarche, modestement. Alors c'est pas un partage de gouvernance, il ne faut pas exagérer non plus la portée de la chose, mais en tout cas c'est la volonté d'impliquer autant que possible les citoyennes et les citoyens dans cette préparation des expositions, en collectant des témoignages, des objets, et puis en leur demandant de travailler évidemment avec nous sur les contenus même des expositions, sur l'exposition de Zigane, la vie poème. Évidemment, c'est un sujet complexe parce que cette exposition est née de l'existence d'un bidonville à Grenoble en 2015. J'ose pas dire une forme d'habitat, enfin, c'est une catastrophe hein, sur le plan humain, et d'une réaction de notre part, modestement, avec le soutien de notre collectivité qui était engagée dans le champ social, un département a une politique sociale par définition, et de pouvoir s'appuyer sur le réseau des acteurs investis dans le champ social pour rentrer en relation avec ces populations. Il y a plein de choses à dire sur la temporalité de nos expositions, le temps de préparation, et comment s'établit la confiance avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les musées, surtout quand elles vivent dans un bidonville. Donc ça rend évidemment très humble dans la démarche, et donc on a pu travailler par le biais de ces acteurs associatifs avec ces populations qui sont venues, certaines familles sont venues dans ce groupe de travail. Donc en soi, c'était déjà une petite victoire. Je ne vais pas être plus long là-dessus. Merci bien. Peut-être Benoît. Oui, et sur certains éléments, effectivement, puisque l'enjeu des possibilités de travailler avec différents partenaires, qu'ils soient issus du monde universitaire, associatif, militant, c'est un enjeu central dans la réflexion qu'on mène aujourd'hui. Tu évoquais, Olivier, à l'instant, la notion de confiance, qui est effectivement au cœur de la capacité qu'on a au sein de nos musées à pouvoir à la fois être légitime d'un point de vue scientifique, mais aussi, j'ose le dire, légitime d'un point de vue humain dans une notion de temporalité longue. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui doit être au cœur de nos engagements. C'est cette déconstruction du temps court, de la réactivité. On évoquait tout à l'heure le fait que la différence peut-être entre être engagé et être militant, c'est être dans l'action ou dans la réaction, mais j'estime qu'on doit être dans une forme d'action dans la durée pour construire cette confiance et surtout pour la nourrir mutuellement. On a trop tendance, ou parfois c'est des éléments qui moi m'ont été reprochés, c'est de vouloir entrer en contact avec des associations, des communautés, des partenaires, dans le cadre d'un projet avec un début et une fin, et puis ensuite on passe à autre chose, comme on passe d'un budget à un autre. Or, l'enjeu qui est pour nous tous en tant qu'établissement, c'est de construire ces relations dans la durée. Et j'englobe ça sur cette notion de confiance, et si on veut faire humanité, il faut qu'il y ait confiance. Et que éminemment un musée engagé doit être un musée humain, c'est ce qui constitue, ce qui définit peut-être un musée de société, pour la société, par la société. Par là même, on parle effectivement de cette difficulté à mettre en place ces formats de comités des usagers. Effectivement, chez Émilie, tu parlais de la notion d'usager, il y a quelque chose qui est assez intéressant, effectivement, même si moi j'ai du mal à parler d'usager, mais il y a quelque chose qui est d'ordre de la responsabilité, donc c'est aussi intéressant. Je sais que certains établissements de toute taille ont mis en place ces comités d'usagers.
le Mahoan réfléchit à cette mise en place. Je pense qu'elle doit être mise peut-être, elle doit être repensée, elle doit être aussi dans une forme d'impermanence et une ouverture avec des enrichissements qui ne veulent pas s'enfermer dans quelque chose qui pourrait être figé. On l'a bien vu dans la réflexion et dans la mise en place justement du comité de réflexion avec ce format dont il aurait été tout à fait possible techniquement de l'ouvrir extrêmement de manière très très large, extrêmement largement, mais on serait arrivé à, comme tu le disais, à une forme de cacophonie. Et quel est l'intérêt pour un musée, quelle légitimité on a à écouter dans la cacophonie, c'est quand même un élément clé. Je reviens aussi sur ce que tu as dit, Aurélie, finalement sur le droit à l'erreur et le droit à l'erreur partagé. Je pense que notre crédibilité et notre action d'engagement, il tient aussi sur notre capacité au final de transparence, c'est-à-dire de modestie, à se dire qu'on se trompe aussi, qu'on ne sait pas aussi, mais qu'on va regarder ensemble pour trouver des solutions, ensemble pour rechercher. Et ce droit à l'erreur partagé qui est tellement caché, on évoquait nos sempiternels cartels avec ces points d'interrogation, on préfère mettre des dates fausses plutôt que rien du tout, plutôt que de dire je ne sais pas. Finalement, ce droit à l'erreur, c'est peut-être un élément clé de cet engagement. On s'engage à dire qu'on a tous le droit à se tromper, les musées, les professionnels des musées et tous ceux qui voudront bien aussi travailler avec nous, et que c'est ça qui fait partie de l'expérimentation globale. Peut-être on peut appeler ça plus modestement le tâtonnement, mais en tout cas c'est toujours la même chose. Ce qui a été évoqué aussi, et après je céderai la parole, mais dans la notion d'engagement, dans cette capacité à pouvoir faire œuvre de commun, c'est aussi, et j'évoquais la notion de responsabilité, on l'a tous évoqué individuellement dans nos propos, c'est la responsabilité dans le sens qu'il faut être à la hauteur des attentes que la société, que chacun individuellement attend d'un musée ou des musées. Cette charge, cette pression, elle est induite effectivement par un cadre dans qui est une forme d'impératif parfois contradictoire. En tout cas, il nous permet cette liberté de pouvoir, au minimum, critiquer ce cadre, au moins essayer de le dépasser, en tout cas de le comprendre différemment et de le comprendre à plusieurs, ce qui est déjà une possibilité de faire sien un horizon avec des attentes partagées, même si elles sont contraintes. Donc être engagé, effectivement, c'est un élément tellement vaste, tellement large, mais c'est ce qui fait le lien, finalement, entre toutes les expériences qui ont été évoquées, et c'est ce qui fait le lien aussi avec ce qu'il y aura après et après. Voilà. Merci. Merci à tous pour vos contributions respectives. Voilà une sorte d'éthique de la relation qui me semble importante et à laquelle participe la prise de parole du public. Donc voilà, on va entamer l'échange avec la salle. La parole est à vous si vous souhaitez avoir des compléments d'information, des questions, des interpellations, parce qu'il faut tout prendre. La parole est à vous. Voilà. Qui lance les choses. Allez, Marie-Rose. Il y a peut-être un micro qui circule. N'hésitez pas à vous présenter. Bonjour, je m'appelle Rose, je suis artiste et médiatrice. Merci pour ces échanges. Alors, plein de choses qui m'ont traversé quand je vous ai écouté, notamment sur la notion d'engagement. J'aurais bien aimé que vous redéfinissiez cette notion, parce que c'est vrai qu'en tant que militante, plutôt activiste, la notion d'engagement, c'est en fait aller affirmer une position à l'encontre d'une institution, mais vous êtes les institutions, donc voilà. Aussi, cet engagement, j'ai l'impression qu'il y a un engagement vis-à-vis du public, et ce public, en fait, j'aime bien à me dire qu'il vient au musée pour recevoir une information. Et de temps en temps, en fait, leur demander de faire témoignage, c'est aussi les mettre dans une position, on va dire,
de fragilité, de vulnérabilité dans laquelle en fait des fois ils ont du mal à y répondre, est-ce que ce n'est pas une énième forme d'exploitation? On peut le considérer comme ça. Aussi. Et dans une autre question, c'est cette forme d'engagement que vous prenez au niveau des publics. Est-ce que cet engagement, vous le prenez également au niveau du recrutement? C'est-à-dire que quand on donne à penser une thématique à travers des images, donc on pose un certain regard dessus, et ce regard en fait vient d'une forme d'éducation, d'un background, d'une origine, d'une religion. Donc si on constate en fait la plupart des commissaires ou viennent en fait généralement sont d'une éducation occidentale, on fait des grandes études, et il y a très très peu de commissaires d'expo ou de directeurs de musées français qui sont d'origine en fait on va dire, qui ont notre background. Est-ce que vous pensez qu'un engagement pourrait aussi advenir dans les recrutements justement des personnels de musées? Merci beaucoup. On peut répondre et puis prendre plusieurs questions, mais si vous avez déjà envie de répondre, n'hésitez pas. Olivier? C'est une question compliquée, mais... C'est plein de questions. Pardon? C'est plein de questions. Ouais, plein de questions. Alors, vous allez d'abord demander la définition de l'engagement. Et notamment par rapport au militantisme, si je comprends, ou à l'activisme. L'engagement, pour moi, c'est s'engager, comme disait Benoît, sur le long terme, sur des sujets de société, sur des sujets de fond. Le militantisme est plus en réaction à des sujets, et effectivement peut être en réaction contre des institutions. Le musée est une institution, par essence, en fait. Ça incarne quelque chose, effectivement, c'est un lieu symbolique très fort. Et c'est d'autant plus important, donc, comme c'est un lieu symbolique, qu'il doit s'engager. Et là, on revient à la neutralité, le devoir de service public, voilà. C'est là où on est parfois sur une ligne de crête entre cet engagement et ne pas forcément tomber dans le militantisme, en fait. Et donc, comment on navigue entre tout ça, c'est parfois pas simple, mais c'est important d'arriver, en tout cas, moi en tant que directrice, je suis vigilante à ne pas tomber dans le militantisme et rester dans l'engagement, parce que je pense que c'est important aujourd'hui de faire la différence dans nos actions très, très concrètes. Voilà. Et encore une fois, l'engagement prend tellement de formes différentes aujourd'hui que ce serait extrêmement difficile d'avoir une définition précise, parce que ce serait un peu un inventaire très long de nos capacités d'engagement, en fait. Voilà. Peut-être pour rebondir, effectivement, l'intérêt de l'engagement, cette notion un peu polymorphe, c'est de donner la possibilité à être complétée par des volets différents. C'est-à-dire qu'une institution ne s'abandonne pas à des tentations à vouloir être un tout, mais justement être ouverte à la possibilité d'être complétée par un discours militant, par justement des aiguillons qui vont nous permettre d'avancer, puisque institutionnellement nous sommes parfois figés, et qu'effectivement à laisser croire qu'on pourrait, il y a des musées militants, il y a des institutions militantes, et c'est la force est de construire avec des facettes différentes, parce qu'effectivement de ces contraintes respectives nous faisons une force. Et pour moi c'est ça le danger finalement et l'enjeu, ça serait de laisser penser qu'un musée peut être un tout, alors que non, il doit considérer qu'il est ce qu'il est, qu'il peut évoluer, mais qu'il doit être ouvert à une complémentarité et faire force avec, pas contre, ni sans, mais avec. Si tu peux me rajouter quelque chose, paradoxalement, je trouve que pour l'institution, l'engagement, c'est en fait l'acceptation de se mettre soi-même en vulnérabilité. C'est-à-dire d'accepter d'aller évoquer d'autres histoires, d'autres discours, qui ne sont pas simples, qui nous exposent. Moi, en tant que directeur d'institution, je crois qu'une grande part de mon travail consiste non seulement à essayer de me battre pour des moyens, mais aussi de me battre pour des moyens au service d'un certain type de projet, d'un certain type d'histoire, et
de faire ce qu'on appelle au quotidien du déminage, c'est-à-dire d'expliquer qu'on va évoquer tel sujet, mais ça ne sera pas une bombe politique, ce ne sera pas une bombe sociétale, et qu'au contraire, cela pourra peut-être permettre une forme de pacification. Et quand je parle de mise en vulnérabilité, je ne compare pas les musées de Marseille au musée du Louvre, néanmoins, on voit à quel point, dès lors qu'on accepte en tant qu'institution, en tant que responsable d'institution, de s'exposer, à quel point le coup près peut tomber. Et lorsqu'il est tombé, c'est terminé. Et donc il y a quelque chose de cette mise en vulnérabilité qui est très important. Je vous ai écouté tout à l'heure, j'avais envie de reprendre ma casquette de communicant et puis faire la pub de tous les projets du musée de Marseille, mais j'en prendrai deux. Je pense au musée d'histoire de Marseille qui a une longue histoire de travail avec les habitants d'un certain nombre de quartiers dans des expositions de dossiers consacrées à certains quartiers de Marseille, et en particulier des quartiers très peu connus, dans lesquels il y a peu d'accès d'un point de vue strictement urbain, ou dont les histoires complexes sont très peu racontées. Par exemple, une exposition autour du quartier de la Cayolle, un certain nombre d'années. On ne parlait pas encore tout à fait de ces musées participatifs, et pourtant ce projet s'est fait avec. Ce projet, finalement, il a fait ricocher dans sa méthodologie jusqu'au point de consacrer une exposition aux effondrements de la rue d'Aubagne. Ça n'est pas rien pour des professionnels de musée formés dans une profession extrêmement encadrée et qui est une profession de service public, donc qui répond à, là aussi, un certain nombre de critères, de se dire, écoutez, on ne sait pas, mais venez, et on va raconter ensemble, et vous allez raconter dans ce lieu cette histoire-là. Tout s'est formidablement bien passé, parce qu'il y a l'expertise et la qualité du travail des équipes du musée d'histoire qui ont permis cette plurivocalité, ce discours très fort, âpre parfois, mais à l'échelle évidemment de la violence de l'épisode, d'un épisode qui était évidemment issu de politique publique et d'une certaine forme d'incurie de politique publique, de le rendre compte. Je crois que, enfin, pour vous parler d'une expérience très personnelle, j'ai été assez peu exposé dans ce projet, j'y ai très peu travaillé, mais on a eu plusieurs conversations assez tardives avec les équipes du musée d'histoire et Fabrice Denis, son directeur, pour dire à la fin comment on fait pour que les usagers, les citoyens, nos concitoyens soient mis à l'honneur, que leur histoire soit exprimée, mais qu'on ne se prenne pas des coups de bâton qui mettront tout le monde dans une situation intenable, et en particulier les premières personnes concernées. Et pour le coup, c'était aussi une réflexion qu'on avait pour ne jamais aller, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque, dans une forme d'exploitation, puisqu'effectivement, c'est tellement facile de se dire, voilà, moi vous le savez, je fais des expositions plutôt dans le domaine des beaux-arts, et j'ai la chance de travailler sur des sujets finalement assez peu traités jusqu'à présent. De ne pas exploiter les artistes, notamment les artistes de la Méditerranée qui étaient très peu exposés jusqu'à présent, pour en faire un argument marketing et vendre ma soupe de directeur d'institution, c'est toujours une vigilance que j'ai. Et la ligne de crête, elle est extrêmement complexe. Alors, je ne vends pas non plus des projets qui sont en train de s'écrire, mais je prends un deuxième exemple de cette question de la mise en vulnérabilité. Le musée Cantini, un grand musée d'art moderne, se réinvente à la faveur de toute une sédimentation d'un travail qui a été fait par les équipes qui sont là depuis très longtemps, et puis des nouvelles personnes qui arrivent. Deux personnes, Amélie Lavin, sa directrice, et Louise Madinier, qui est responsable des collections, qui est présente. Quel est le fruit de nos discussions? Ce musée ne parle que des hommes artistes, que des surréalistes, que des cubistes, ras-le-bol. On va parler des modernités plurielles, des modernités de la Méditerranée, et puis d'ailleurs, tiens, on fait une exposition à l'automne, dans le cadre de la saison Méditerranée, qui est quand même une initiative du plus haut niveau de l'État, autour de la question de la pratique de la torture en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Là aussi, il y a une question de mise en vulnérabilité de soi-même, d'abord scientifiquement, parce que ce sont des sujets que l'on méconnaît collectivement, je veux dire, on n'apprend pas à l'école. Ensuite, il faut s'y confronter d'un point de vue scientifique, il faut convoquer un comité scientifique, là je fais une petite allusion à une autre part de votre question, en allant chercher des personnes dans un spectre plus large et en rendant compte de plusieurs expériences, et en étant non pas une voix, mais plutôt quelqu'un qui va donner l'accès à cette voix, ou à la mise en publicité de cette voix, autre, complémentaire et différente. Et là, je rejoins ce que je disais, Benoît, pour effectivement aller regarder un peu ailleurs. Dernier point sur la question du recrutement, c'est un des défis fondamentaux pour les musées. Je ne me défausse pas face à la question, mais je pense qu'il faut peut-être, en tout cas, déplacer l'interrogation, surtout du point de vue de la formation. Parce qu'en fait, quand je regarde les CV que je reçois, je m'attriste profondément des CV que je reçois, parce qu'effectivement, s'il y avait une formation mieux câblée à l'origine, dans les domaines des musées, mais plus largement, on aurait cet accès plus large et plus facile à représenter effectivement une université. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on y arrive en travaillant à des missions scientifiques, en travaillant à des projets de médiation qui sont
plus larges dans leur composition, dans leur constitution. Mais l'étape suivante, et je dois dire qu'à mon sens, les grands instituts de formation dédiés au patrimoine ne sont pas encore au rendez-vous en dépit d'efforts qui se sont mis en place, mais qui demandent beaucoup de temps et qui rencontrent, peut-être pas dans le domaine du patrimoine, mais je pense plutôt aux écoles type Sciences Po. Vous avez peut-être effectivement un certain nombre de souvenirs quand effectivement il y a eu la volonté d'ouvrir ces lieux d'enseignement à d'autres profils. Il y a des résistances institutionnelles qui sont très très fortes. Et là, je vous rejoindrai presque quand avoir envie de me battre contre une institution. Mais de se battre de l'intérieur, c'est pas mal. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres compléments. Sinon, on revient vers la salle avec une question. On va vous communiquer un micro. Oui, merci. Donc, moi, je m'appelle Franchon de Flo. Je suis ex-directrice des études et de la recherche aux Beaux-Arts de Marseille. Et par ailleurs, j'ai un doctorat dans le domaine de la muséologie. Et merci pour cette table ronde passionnante. J'avais une question, Aurélie Clément-Ruiz, parce que je me suis beaucoup intéressée dans votre ouvrage à ce que vous écriviez sur les typologies de musées et en quoi, justement, il fallait vous atelier finalement à dépasser ces typologies, héritées du passé, et pour aller justement vers des questionnements plus contemporains. Et je me demande si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça veut pas dire quelque part que quand on repense, on essaye de refonder un projet muséal, il ne faut pas commencer par s'interroger sur le périmètre du musée. Vous avez très bien expliqué ça par rapport au musée de l'Homme qui a sans cesse redéfini le périmètre justement de son action. Et ça va jusqu'à la question aussi de la formation, ça rejoint au fond la question de la formation, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas aussi repenser cette hyper-spécialisation liée aux natures et des collections des professionnels de musée. Merci. Alors, vous l'aurez compris dans mon livre, effectivement, j'espère qu'un jour on dépassera la catégorisation des musées, qui est certainement utile pour certains professionnels, certaines choses, très bien, mais en soi qui enferme énormément. Et moi, j'aime pas les boîtes, j'aime pas enfermer les musées, j'aime pas enfermer les gens, j'aime pas enfermer les idées. Et je trouve ça effectivement limitatif de dire un musée de beaux-arts, un musée d'archéologie. Bien évidemment qu'en fonction de la nature des collections, c'est pas la même chose, bien sûr. Mais ça implique à la fois une image mentale pour les visiteurs, pour les personnes qui vont venir travailler aussi dans le musée, et ça n'incite pas forcément à la pluridisciplinarité. Et aujourd'hui, si on veut sortir de ça, si on veut aussi que nos musées s'ouvrent à d'autres voies, il faut travailler en pluridisciplinarité. Il faut absolument qu'on arrête effectivement d'être chacun dans son couloir de nage, et il faut qu'on arrive à historien de l'art, travailler avec des historiens, ça va encore, mais quand on commence à sortir du champ et se dire alors on va travailler avec un sociologue, et puis tiens, finalement si on travaillait avec un généticien, et si on travaillait avec un éthologue, là ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que pour moi la richesse de nos musées, c'est justement d'arriver à, oui il y a des usagers, mais il y a aussi toutes ces expertises métiers qui commencent à entrer heureusement dans nos musées, dans nos comités scientifiques, on commence à les intégrer et c'est important. Et je parle de ça parce que pour moi ça rejoint cette idée de classification. Alors, ça peut être contradictoire, je dirige un musée qui a été le roi de la classification pendant un siècle, mais justement, je pense que c'est bien de sortir de ça aujourd'hui. Et peut-être de ne plus laisser nos musées s'enfermer dans ces catégories qui finalement sont aussi un regard du passé, un regard occidental sur nos collections. Et il est peut-être temps de dépasser tout ça. Pour moi, c'est une évidence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on me dit, mais en fait, le musée de l'Homme, c'est quoi? Je ne veux pas le définir, en fait. Au début, ça m'embêtait, d'ailleurs. C'est marrant de dire, alors, comment je vais définir ce musée? Parce que c'est compliqué. On a des collections de préhistoire, on a plein de restes humains, mais aussi, on parle de l'homme de demain, de l'homme dans son environnement, on est musée d'histoire naturelle. Et bien, en fait, tant mieux, soyons forts, soyons riches, en fait, de cette diversité, de cette pluralité, plutôt que d'en faire, finalement, quelque chose de difficile. Vraiment, il faut garder ça comme force et ne rentrons pas dans la boîte, tant mieux. Alors oui, c'est plus compliqué en termes de communication parce que j'ai pas le slogan qui va avec. On y travaille, on n'a pas encore trouvé. Mais
tant mieux, on est riche de ça, et je pense que c'est important d'essayer de décloisonner un petit peu ce regard qui, voilà, pour moi, doit sortir du cadre aujourd'hui. Merci. Je veux bien compléter effectivement parce que c'est un des facteurs qu'on travaille à Strasbourg aussi. C'est-à-dire qu'on a un réseau de 11 musées, comme à Marseille. On a la chance d'avoir cette variété de disciplines. Et pour moi, un des enjeux fondamentaux pour les années à venir et sur lequel revient notre projet stratégique, c'est comment travailler les uns avec les autres. C'est-à-dire ne plus avoir le musée d'archéo qui fait son expo, le musée des beaux-arts qui fait autre chose, le musée d'art moderne et contemporain qui part dans une autre direction. Et comment est-ce qu'on reconstruit du commun? Parce que toutes nos collections, elles racontent une histoire différente, mais avec des éléments complémentaires. Et je reprends l'exemple de la réouverture du musée zoologique, où moi j'avais demandé à l'équipe de travailler à une programmation qui accompagne cette réouverture dans les autres établissements. Donc il y en a qui ont fait des propositions, d'autres pas. Mais on a ouvert 2 mois après le musée zoologique une exposition au musée des Beaux-Arts, qui est une collection de peinture classique, mais où on a invité le photographe animalier Vincent Meunier à dialoguer avec ses collections, donc toujours pour faire écho à cette réouverture, avec un succès très important et très intéressant parce qu'il a amené au musée des Beaux-Arts d'autres visiteurs. Et ça permettait de découvrir les collections du musée des Beaux-Arts, parce qu'on n'a pas changé, on n'a pas sorti vraiment d'autres collections de réserve, mais on a relu cette collection montrée à travers l'œil du photographe Vincent Meunier. On a ouvert au MAMS la semaine dernière, il y a 15 jours, un parcours faisant dialoguer certains spécimens du musée zoologique avec les collections du MAMS pour s'interroger sur cette question de l'état sauvage, qu'est-ce que ça veut dire, quel est notre rapport à l'animal sauvage. Et je trouve que de cette cohabitation entre les collections naît quelque chose de différent qui dit autre chose, qui nous permet de travailler sur nos collections différemment. Et pareil, on a ouvert au début du mois de janvier une exposition sur les âges de la vie, faite uniquement à partir des collections du réseau des musées, mais toutes collections confondues. Avec cette exposition, elle a lieu au MAMS, donc il y a une prépondérance des collections du musée d'art moderne, mais sont venus y participer le musée alsacien, le musée archéologique, le cabinet des estampes, le musée des beaux-arts, le musée Tony Guérin, enfin tout le réseau, je ne les ai pas tous cités, parce qu'on trouvait que de cette variété naissait quelque chose de différent, qui permettait aussi de rendre lisible le réseau pour les visiteurs. C'est-à-dire de pouvoir aussi devenir un peu plus perméable. Moi j'aime bien cette notion de perméabilité, donc de sortir de ce cloisonnement et de voir comment on peut mieux aborder une problématique en mêlant les disciplines. Alors c'est assez banal ce que je dis, mais on teste, on tâtonne, il y a des choses qui sont réussies, d'autres qui le sont moins. Ce droit à l'erreur qu'on a mentionné, moi c'est quelque chose, j'essaye de déculpabiliser les équipes en disant on n'opère pas des bébés à cœur ouvert. Donc si on se trompe, ma foi, bon, on s'en remettra. Donc essayons, tentons et on verra ce qu'il en sort. Nicolas? Évidemment, je rejoins ce que dit Lily, puisqu'on fait la même chose en réalité, mais pour la direction des musées de Strasbourg et la direction des musées de Marseille, c'est finalement les deux faces d'une même médaille sur plein de sujets. Il y a une évolution énorme en fait dans l'appréhension des pratiques professionnelles et les objectifs professionnels de nos collègues depuis quelques années, quel que soit leur parcours. C'est très notable quand on accueille de très jeunes collègues qui effectivement ont ça dans le sang en fait dès le départ. Les expositions croisées à Marseille, on en fait depuis effectivement très longtemps, cette invitation de parcours. On a une chance nous à Marseille, c'est qu'on a un seul inventaire pour nos collections. Ce qui veut dire en fait qu'on peut présenter nos collections finalement presque un peu partout, comme si on était un grand musée avec plusieurs départements. C'est un jeu qu'on aime beaucoup mener. Nos collègues s'empruntent des pièces tout le temps, confrontent tout le temps des pièces, effectivement, des éléments issus des collections du MAC qui sont, on fait l'acquisition à l'issue d'une expo, sont présentés au musée d'histoire, etc., etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour nous est fondamental. Et d'ailleurs, il y a quelques années, on avait fait une exposition qui s'appelait Panorama, qui était vraiment autour de ce jeu-là, où l'ensemble des collections étaient croisées, quelle que soit leur époque, leur origine géographique, leur dimension plastique, technique, les usages des objets, leur trajectoire, autour de certains thèmes qui nous rassemblaient. Et on est en train, ça fait 2 ans, qu'on essaie de travailler sur le catalogue de cette exposition, qui est en fait en train de devenir un catalogue de présentation de nos collections, qui, prenant le jeu d'un best-of, en fait, va absolument tout croiser. Donc c'est terrible, parce qu'en fait, on en est à 450 pièces, et qu'on ne s'en sort pas, et que je suis extrêmement pénible, parce que je change tout le temps, et que c'est difficile, mais je crois que ça dit quelque chose de notre identité en tant que réseau, en tant que musée. Et là, moi, je partage une expérience très très personnelle, mais la chance extraordinaire que j'ai avec l'équipe qui m'entoure, c'est qu'en fait, ils sont venus me voir il y a quelques mois en me disant bon, c'est bien gentil, mais quand tu auras fini tes tableaux Excel et tes notes RH,
on aimerait bien un comité de pilotage stratégique où on prend les décisions tous ensemble et un comité de programmation où on prend les décisions tous ensemble. Ce qui est le plus beau cadeau qu'on ait fait, parce qu'effectivement maintenant, en fait, l'ensemble de nos organisations, de nos sujets scientifiques, culturels, de ce qu'on va prioriser en termes d'acquisition, de ce qu'on va prioriser en termes de restauration sur les sites de façon collective, comme si on traitait en fait d'une seule programmation, d'un seul musée. Et c'est la même chose pour les enjeux plus techniques. Et je reviens un tout petit peu à ce que vous disiez sur la question du recrutement, mais c'est aussi ça, la mise en vulnérabilité. C'est comment en fait on organise des processus décisionnels différents, qui sont plus partagés déjà en interne, et qui du coup, je l'espère, on tâtonne encore, parce que ça fait 6 mois qu'on fait ça, mais ruisselle en fait après sur autre chose, et sur une autre éthique relationnelle. Alors c'est plus compliqué, ça implique de se faire plus confiance. On a un sujet comme ça demain après-midi, on est un peu comme ça parce qu'on a des décisions complexes à prendre, notamment sur des questions de moyens, mais c'est aussi ça qui nous fait avancer et qui décloisonne en fait la façon dont on réfléchit sur l'ensemble de nos sujets. Merci à tous, on arrive à peu près au terme de notre table ronde et je vous remercie d'être restés avec nous. Je ne résiste pas à l'envie de rappeler que la vulnérabilité est aujourd'hui aux côtés des artistes, aussi des associations, et que cette vulnérabilité est très forte. Les attaques aussi sur les questions narratives qui polarisent beaucoup notre société. Donc en guise de conclusion, je ne résiste pas à l'envie de vous lire ce passage de La prochaine fois le feu de James Baldwin et Lettre à mon neveu. Tu es né là où tu es né et tu as été confronté avec l'ennemi auquel tu as été confronté parce que tu étais noir et pour cette seule raison. Ainsi avait-on fixé et à jamais, pensait-on, des bornes de ton ambition. Tu étais né dans une société qui affirmait avec une précision brutale et de toutes les façons possibles que tu étais une quantité humaine absolument négligeable. On n'attendait pas de toi que tu aspiras à l'excellence. On attendait de toi que tu pactises avec la médiocrité. Partout où tu t'es tourné, adressé, James, pendant le peu de temps que tu as déjà passé sur cette terre, tu t'es fait dire où tu pouvais aller, ce que tu pouvais faire et comment tu pouvais le faire, et où tu pouvais habiter et qui tu pouvais épouser. Tâche, s'il te plaît, de te souvenir que ce qu'ils croient, de même que ce qu'ils font et t'obligent à supporter, ne porte pas témoignage de ton infériorité, mais de leur cruauté et de leur peur. Tâche de discerner, mon cher James, à travers cette tempête qui fait aujourd'hui rage autour de ta jeune tête, la réalité qui se dissimule derrière ces mots, acceptation et intégration. Tu n'as aucune raison de t'efforcer de ressembler aux Blancs, comme est absolument sans fondement leur impertinente conviction qu'il est de leur devoir de t'accepter. Ce qu'il y a vraiment de terrible, mon vieux frère, c'est qu'il est de ton devoir à toi de les accepter. Et je parle très sérieusement quand je dis cela. Il est de ton devoir de les accepter et de les accepter avec amour, car c'est là le dernier espoir de ces innocents. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde et je vous donne rendez-vous à la prochaine, au Mahoua ou ailleurs. Merci à tous. Et pour faire de la publicité, avant que Nicolas fasse la publicité des autres programmes, le prochain rendez-vous pour le Mahoua, merci encore d'avoir participé, puisque chacun... Vous êtes maintenant des acteurs de cette réflexion de repenser le Mahoua. Je vous donne rendez-vous le 21 mars prochain pour une projection débat, qui va être encore une autre manière de travailler. Merci de nous avoir associés à ce magnifique projet. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ici le 21 mars prochain. À bientôt et merci à vous.